Bonjour, merci de votre participation à cette conférence de clôture du salon All for Content. Une conférence qui a pour thème comment les marques transforment la crise de 2020 en opportunité. On va voir si elles y arrivent. On sait ce qu'a été l'année 2020, on ne sait pas encore ce que sera l'année 2021, quoique elle a l'air de partir un petit peu comme la précédente. Au moins on a l'expérience, c'est déjà ça. J'ai entendu ce matin un professionnel dire 2020 fut surprenante, 2021 s'annonce épanouissante. Eh bien, pour le savoir, nous avons trois personnes qui sont des conseils d'entreprise, qui conseillent de nombreuses marques. Je vous les présente. D'abord, Lionel Kurt, président d'une importante agence digitale qui s'appelle, alors ça s'écrit MNSTR, mais je crois que ça se prononce Monstre. Exactement, ça se présente. Monstre. Voilà, Monstre. Et donc qui se partage entre Paris et Annecy. Annecy qui est le berceau de l'agence, mais aujourd'hui il y a plus de monde à Paris qu'Annecy, je pense. Tout à fait, absolument. Oui, oui, comme vous le disiez, je suis le fondateur de l'agence Monstre. On conseille en communication, mais plus spécialement sur le nouveau récit de marque, comment les marques doivent s'exprimer. Et puis finalement, je suis également aussi chef d'entreprise, donc j'espère que je pourrai apporter mon éclairage sur les deux côtés pour transformer cette année 2021 en opportunité. Et puis vous êtes aussi vice-président de la BCMA, et c'est un peu à ce là que vous êtes, que vous avez été invité. Alors que la BCMA, tout le monde ne doit pas connaître. Qu'est-ce que c'est? La BCMA, c'est l'un des plus gros réseaux mondiaux d'experts autour du brand content ou du nouveau récit de marque. C'est un réseau dans 17 pays qui a été fondé en Angleterre par Andrew Cantor. Et en fait, on échange autour des best practices, tout simplement, et de la transformation de la communication. Voilà. Et avec Thomas Jamet, qui est le président de l'association France, et puis également Nathalie Grava qui s'occupe et qui représente la partie des producteurs, Julie Dardou qui représente la partie des annonceurs parce qu'elle travaille chez Royal Canin, mais également Anne-Sophie Nectou qui est la DG de Énergie Globale. On a réuni toutes les facettes, tous les métiers en fait que le brand content mobilise avec l'idée de faire une association où on décloisonne justement ces métiers, on essaye d'échanger ensemble sur cette transformation qu'on est en train de tous vivre. Alors après Lionel, David Garbous. Bonjour David. C'est un spécialiste du food et de la grande distribution puisqu'il a été jusqu'à récemment directeur marketing stratégique de Fleury Michon. Alors récemment parce que en mars 2020, David a créé sa propre société de conseil, Transformation Positive, et quand même créer une entreprise alors que toute la France entre en confinement, on peut se poser la question de savoir si c'est une bonne initiative ou peut-être une opportunité, je ne sais pas. Exactement. Moi, effectivement, j'ai créé cette structure après une vingtaine d'années d'expérience dans l'alimentaire. J'ai commencé chez Danone, j'ai passé un peu plus de 10 ans chez Lossieur et effectivement 7 ans à la direction du marketing stratégique de Fleury Michon. J'ai eu la chance dans les deux dernières entreprises en particulier de mettre en place des changements par l'offre, par le marketing de l'offre, en travaillant vraiment des innovations et en travaillant sur les sujets de la RSE qui sont un sujet qui me tient énormément à cœur. Et j'ai vu à quel point ça pouvait provoquer d'abord un attachement avec les consommateurs et ensuite une transformation de l'entreprise qui est vraiment un sujet du moment. Et je me suis dit comment j'accompagne plusieurs Fleury Michon en même temps. Et c'est comme ça que je suis arrivé à créer Transformation Positive en choisissant un nom qui raconte la promesse, je l'espère, le plus clairement possible. Merci David. Troisième intervenant, une intervenante, Paula Lefebvre, qui est donc directrice éditoriale, alors jusqu'à récemment encore chez eProspect et désormais dans la maison mère d'eProspect, Dentsu. Dentsu, exactement. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Donc oui, directrice. Donc vous dirigez une équipe de combien de personnes? Comment votre travail, en quoi consiste-t-il exactement? Alors mon travail consiste en un accompagnement auprès de nos clients vers une stratégie éditoriale globale et on accompagne principalement les clients de nos agences médias que sont Cara, Eviseum et iProspect
et aussi côté créa avec Isobar. On est une petite équipe courte, composée de data analystes et de consultants éditoriaux. Et donc voilà, donc on travaille comme ça. Et je vous raconterai peut-être un petit peu plus comment on se sert de la data à un moment de la conférence. Mais en tout cas, on a bien vu les différentes opportunités qui se sont présentées avec cette crise ces derniers mois. Alors, puisque vous avez la parole, je vous pose la première question. Ce qu'on aimerait savoir, c'est comment les entreprises ont réagi, comment elles se sont remises en question dès qu'il y a eu le confinement qui a marqué cette année 2020. Est-ce que avant de trouver des opportunités, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment elles ont pu réagir. Est-ce qu'elles ont tout de suite cherché des réponses stratégiques, ou bien au contraire elles ont réagi au coup par coup parce qu'elles étaient prises au dépourvu? Je ne ferai pas de réponse globale. Je pense qu'en fonction du secteur, ça a été très différent, mais je pense que passé le moment de sidération qu'on a tous connu aux premières semaines du premier confinement de mars dernier, on a quand même su vite trouver des solutions pour renouer le contact avec le consommateur, pour s'adapter. Et je pense que ce qui a été finalement le point positif de cette crise, ça a été l'agilité des entreprises, le fait qu'elles ont, non pas comme on peut le penser, mais réagi sur le moment en se disant comment on fait, ah là là, c'est la panique, mais plutôt, en tout cas pour celles avec qui je travaille, plutôt à se poser et à se dire, OK, maintenant il faut qu'on soit agile, il faut qu'on soit plus simple de notre façon de communiquer également. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment le terme de l'agilité qui a été très important au début de la crise. David, dans le food, parce que c'est quand même un secteur d'activité qui a été un petit peu favorisé par le. Oui, alors dans la grande distribution, effectivement, dans la restauration, forcément un petit peu moins. Mais oui, c'est un secteur qui a été énormément sollicité. Globalement, en fait, il y a eu une espèce de, pour moi, j'ai ressenti une forme d'accélération de toutes les tendances qu'on voyait auparavant. Avec d'ailleurs un sondage qui montrait très très bien ça à la sortie de la crise. Je crois que c'est Ipsos qui dit 50% des consommateurs à la sortie de la crise sont inquiets parce que leur entreprise a été fermée ou a énormément ralenti, et ils sont inquiets pour leur pouvoir d'achat, et ils disent aux entreprises et aux marques accompagnez-moi, faites-moi des propositions de valeur économique. Et puis les 50% restants disent écoutez, moi j'ai été obligé de ralentir, j'ai compris un certain nombre de choses, j'ai compris qu'on était dans une forme de course en avant, et que ce moment forcé de stop nous a fait prendre conscience qu'on pouvait ou qu'on devait faire autrement. Et je demande aux entreprises de s'engager davantage, de participer davantage à l'effort, et de m'offrir des produits et des offres qui nous permettent de nous créer un futur commun. Et donc quand vous êtes à la direction marketing ou à la direction générale d'une entreprise, vous aviez ça qui était présent avant la crise, mais ça s'est cristallisé pendant la crise, et il y a cette double injonction du prix d'un côté et de l'engagement qui nécessairement nécessite des investissements et potentiellement des coûts supplémentaires de l'autre. Donc moi j'ai plutôt la chance de voir des gens qui viennent me chercher parce qu'ils savent ce que j'ai fait auparavant chez Le Sieur ou chez Fleury Michon, et qui ont envie d'accélérer leur transformation. J'ai senti vraiment un phénomène d'accélération des demandes pour aller plus sur des choses visibles, tangibles, et qui puissent raconter ensuite aux consommateurs. Lionel, une réflexion là-dessus aussi? Moi, je pense à vrai dire, très honnêtement, elles ne se sont pas encore remises en question. Je pense qu'elles ont réagi immédiatement. On a tous réagi immédiatement, mais la réflexion est en cours. Après l'immédiateté, parce que si on regarde quand même à l'échelle, à une échelle de temps un peu plus large, on parle de quelque chose qui est un peu moins d'1 an, donc voilà, donc on peut pas réagir aussi vite que ça. Oui, on a été agile, comme vous le précisiez, mais je pense que c'est maintenant qu'on est en train sans doute de se rendre compte que, si j'ose dire, la crise va agir comme un révélateur sur certaines réflexions. Peut-être ça va centrifuger un peu les réflexions autour de la notion de marque, la notion d'entreprise, puisque je crois que c'était ça que vous demandiez, c'était l'entreprise en tant que telle.
tous les cas, l'entreprise, oui, va très sans doute se remettre en question. Après, la mise en œuvre, moi, je suis plutôt pour laisser un tout petit peu le temps. On peut pas tout mettre en œuvre directement sur une vraie transformation. D'accord. Je peux rajouter quelque chose. Je pense qu'effectivement, sur la notion de transformation des entreprises, c'est bien quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et donc, effectivement, en 8-9 mois, on ne peut pas se réinventer totalement. En revanche, pour rester un petit peu, positive, je pense que ce qui a été prédominant auprès de nos annonceurs, ça a été ce besoin de solutions qui sont simples. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand même qu'on s'est quand même vite aperçu qu'on manquait de temps. Potentiellement, on a pu manquer de ressources côté annonceur, avec le chômage partiel, avec le télétravail, etc. Et en fait, je pense que cette transformation, elle est aussi dans la transformation des organisations. Et là, on a pu être un peu plus rapide. Alors effectivement, quand il s'agit de transformation stratégique de l'entreprise, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est plutôt long-termiste. Alors que s'adapter et devenir agile en termes d'organisation, il me semble, en tout cas avec les exemples que j'ai vus, qu'on a vu justement des organisations qui pouvaient être plus souples, plus fluides, s'adapter beaucoup plus facilement à son environnement. Donc la crise a obligé les entreprises à bouger, mais on peut quand même se poser la question de quelles opportunités peut apporter une situation aussi inédite dans l'histoire de la société, société occidentale, enfin mondiale même, une mise sous cloche de la société, tout le monde qui reste confiné chez lui, une consommation réduite au minimum vital. Alors comment est-ce qu'on peut communiquer quand la consommation est au minimum vital? Qu'est-ce que ça oblige à faire pour adapter sa communication? Qui est-ce qui veut répondre? Je pense que la tentation quand on est dans la tempête, c'est ça peut être de se réfugier sur le monde d'avant et d'essayer de faire le dos rond et d'attendre que ça passe. Et moi, j'ai vu des gens faire ça, parfois très bien. Mais effectivement, il n'y a aucune raison qu'on atteigne des résultats différents si on utilise les mêmes techniques qu'avant. Et pour revenir sur cette attente des consommateurs et de la société civile, on parlait de l'alimentation tout à l'heure. Si on se place dans un horizon à 20 ans, c'est à peu près une génération. Si on consomme exactement de la même façon qu'aujourd'hui en France ou aux États-Unis, à 20 ans, on sait qu'on n'a pas assez de ressources pour nourrir tout le monde. Donc, il faut fondamentalement que les entreprises alimentaires, que toute la chaîne de transformation se re-questionne pour faire une proposition de valeur qui soit fondamentalement avec moins de viande, par exemple, beaucoup plus de produits végétaux. Ça, c'est des mouvements qui sont longs, mais qui, quand on réfléchit à 20 ans, doivent se préparer tout de suite. Et cette remise en question-là, dans la turbulence, c'est l'occasion d'accélérer des choses, de nouer des nouveaux partenariats stratégiques et de préparer, parce que le temps agricole, c'est un temps long, une récolte, ça prend 1 an la plupart du temps. Donc, préparer, utiliser ces moments de turbulence pour préparer les 20 prochaines années, c'est extrêmement important. D'accord. Mais là, aujourd'hui, on est dans la prise de parole des entreprises. On ne va pas attendre 20 ans. Donc, qu'est-ce que ça entraîne dans la façon de s'adresser aux consommateurs? Moi, ce que je recommande de faire aux clients que j'accompagne, c'est 3 choses. La première, c'est de se réinterroger fondamentalement sur ce qu'on appelle aujourd'hui la raison d'être, mais c'est d'où je viens, quelles sont mes convictions et où est-ce que j'ai envie d'aller. Sénèque disait, il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Dans la période qu'on vit là où les vents tournent très très souvent, avoir un cap très clair, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait que les consommateurs vont être capables de comprendre où va l'entreprise et ne pas avoir le sentiment qu'elle navigue au gré du vent ou qu'elle change d'opinion au fur et à mesure. Donc, travailler sur ces fondamentaux, pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui fait ma fierté en tant que collaborateur dans cette entreprise, et définir cette raison d'être, c'est la première étape. La deuxième étape de recommandation, c'est de se dire finalement, dans toutes les structures, dans toutes les boîtes,
il y a des pépites qui sont déjà la préparation de ce monde dans 20 ans. Alors parfois, c'est des toutes petites gammes de produits, c'est des équipes qui sont un peu en avance, mais ça n'existe pas les boîtes qui font tout bien et celles qui font n'importe quoi. Il y a toujours, effectivement, une partie de ces pépites, une partie de l'offre qui est déjà une pépite pour demain. Donc l'enjeu dans la période de crise, c'est d'identifier ces pépites et de commencer à les valoriser auprès des consommateurs. Et ça crée un attachement d'abord, ça crée des sources de business additionnelles et ça permet de financer la troisième étape qui est une étape d'accélération de l'innovation. D'accord. Lionel, qu'est-ce que tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, je suis aligné avec ça. Peut-être pour ma part, si je parle vraiment de l'entreprise et de la marque, je pense que l'opportunité, très clairement, c'est peut-être de devenir un commerçant. Je pense que les marques ont découvert ce que c'était d'être commerçant parce que l'économie a fait en sorte qu'il y avait des distributeurs. Je crois que vous avez travaillé dans cet univers-là et qu'aujourd'hui, ils avaient finalement l'opportunité d'être en prise directe avec le consommateur et sans doute aussi comprendre qu'elle ne peut pas vendre comme un distributeur. Elle ne peut clairement pas vendre comme un distributeur parce que je pense qu'elle a une autre posture, elle a d'autres choses, effectivement, la raison d'être, etc. Mais l'acte aussi d'être commerçant, elle le découvre de plein fouet. Moi, j'ai toujours été très étonné parce que bien évidemment le confinement a fait que parfois, et peut-être c'est le cas pour vous, je me suis retrouvé à visiter certains sites pour dire tiens, si l'année prochaine je devais changer de véhicule, etc. Et je suis toujours assez étonné que certaines grandes marques de véhicules nous donnent une fiche produit toujours aussi aseptisée. Et finalement, ce que je retrouvais dans le point de vente d'un commerçant, qui peut aller de la chose la plus simple, hein, du bonjour, de quelque part la chaleur qu'on peut retrouver dans un point de vente, on n'arrivait pas toujours, en tous les cas les marques n'arrivaient toujours pas à le reproduire sur le digital. Du coup, moi je pense que ça va être quelque chose, une opportunité qu'ils ont là à se poser, c'est de dire si on veut aujourd'hui être une marque et vendre en direct quelque part, et sans se faire un mauvais jeu de mots, être les nouveaux commerçants, va falloir apprendre à l'être et va falloir rentrer peut-être dans cette posture qui est bien plus que de présenter une fiche produit. Donc en fait, cette transformation digitale, on pouvait penser que 2020 c'était l'année de l'accélération sur la transformation digitale, et en définitive, ce n'est pas encore ce que vous avez l'air de dire. Ça l'est. Ça l'est, clairement. Ce que je dis simplement, c'est qu'elle ne peut pas être aseptisée. Par exemple, je pense que ce qu'on a vu arriver chez Lincoln aux États-Unis, etc., qui est de pouvoir prendre rendez-vous simplement avec son vendeur automobile et qu'il vous accueille, comme on le fait ici, via une visioconférence et qu'il soit capable de faire le tour d'un véhicule ou qui m'explique en détail, bougez pas, je vous emmène, qui somme toute n'est pas de la science-fiction, qui est le rapport qu'on attend lorsqu'on va acheter un bien d'une marque relativement onéreux, eh bien, je pense que ça, il y a une vraie opportunité à se développer très, très vite. Il y a beaucoup de progrès à faire, apparemment. Énormément de progrès à faire, je le pense. J'ai la chance de vivre en province et de vivre dans les Alpes. Je ne citerai pas la marque, mais j'ai essayé, bien évidemment, puisque les stations, même cet automne, sont fermées, de m'acheter une paire de skis de randonnée. Et je suis absolument halluciné de voir que les informations que vous retrouvez chez certains distributeurs online sont plus fournies que sur le site de la marque. Je pense que ça dépend aussi des canaux de diffusion. Il y a le site de la marque qui est souvent un site vitrine. Mais cette crise, en tout cas, je pense, a montré que certains usages avaient largement évolué. D'ailleurs, bien souvent au bénéfice et à l'avantage des grands acteurs du numérique, hein, les GAFA. On a vu que Netflix avait dépassé le 200 millions d'abonnés payants dans le monde pendant le confinement. Ce qui montre, et d'ailleurs, ils n'étaient pas du tout prêts à ça, mais ils l'ont bien dit, hein, que c'était effectivement dû au confinement. Mais les usages aussi ont évolué, et je pense que pendant la crise, pendant le confinement, il a fallu à certaines marques, et donc certains sites, ou en tout cas certains canaux de diffusion, de réinventer un petit peu ce contact
physique qu'on avait. Vous mentionniez avec un exemple qui vient des États-Unis, mais en France, ça a été le cas aussi avec Chanel pendant le confinement, qui a proposé des sortes de tutos de maquillage sur invitation en live. Je pense que le live streaming, le live commerce, tout ce qui se passe à ce niveau-là, ça a plutôt très très bien fonctionné depuis mars. Ça a explosé et ce sont des usages qui resteront. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir en arrière. C'est pas parce qu'on a connu une période où on était complètement confiné dans notre petit chez nous que demain on va devoir retourner dehors, je l'espère, et qu'on va oublier tout ça. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des usages qui sont presque devenus un peu normaux pour nous et on ne reviendra pas en arrière. Donc, je pense qu'en ça, c'est aussi une évolution et une opportunité digitale et numérique pour les entreprises. Lionel, l'agence Monstre qui, elle, développe de l'événementiel, vous êtes une agence digitale, vous développez de l'événementiel, donc on fait le lien entre le digital et le physique. Quelle est la cohérence? Je pense que le récit des marques, pendant des années, ça a été plutôt axé sur un modèle publicitaire qui pouvait parfois porter un peu à la fable, parce qu'on cherchait tellement à être différencié qu'on arrivait finalement à avoir une divergence entre la réalité de l'expérience que je vivais avec la marque et ce qu'elle me disait dans un film pub. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, c'est sans doute ce qui va transformer le plus, c'est on attend des marques, des actes dans la vraie vie, des rencontres, des tests, et d'ailleurs que ça se passe au travers d'un écran, peu importe. En tous les cas, le digital, ce mot barbare, va exister, va se développer, et puis d'avoir des marques qui reviennent à la rencontre de ces publics pour des moments d'expérience qui sont vrais. Je pense que c'est la source d'une narration de marque. Est-ce qu'avec la crise, enfin avec le confinement, est-ce qu'on a vu une animosité particulière des consommateurs pour les marques? Il y a eu moins de consommation. Est-ce que ça a donné aux gens l'envie d'une plus grande frugalité dans leur consommation? Qu'est-ce que ça a changé, le fait d'avoir été confiné comme ça pendant plusieurs mois, et puis ensuite à moitié confiné, puis reconfiné? On a vu qu'il y avait quand même une grosse baisse de la consommation pendant le premier confinement, ça c'est clair. Après, côté français, on a vu qu'il y avait quand même une sorte de résilience à consommer, à retourner vers la consommation. Mais effectivement, je pense que le point le plus important, c'est le positionnement des entreprises et des marques. C'est-à-dire que on a bien vu avec l'exemple d'Amazon, par exemple, que plus on a une entreprise qui est pointée du doigt, qui ne respecte pas vraiment ses engagements, donc on parle d'authenticité, on parle d'engagement, on parle de pérennité, on parle de pertinence, de sens. Si tout ce que fait l'entreprise ne montre pas que la raison d'être de cette entreprise est à l'image de ce qu'elle fait, je pense que c'est très dommageable. Et Amazon, même si évidemment ils se sont quand même très très bien sortis, on va pas se mentir, néanmoins ils ont eu une baisse de leur image. Donc les gens ont eu une moins bonne image d'Amazon. A contrario, on a Carrefour, Monoprix, etc. qui ont montré des bonnes initiatives et qui ont su les exprimer, qui ont su communiquer autour et créer quelques contenus d'ailleurs autour, comme la livraison gratuite pour les personnes âgées pendant le confinement, ce genre d'initiatives qui montrent aussi leur engagement vers la société, mais aussi leur engagement vers l'environnement. Et quand Lionel parlait tout à l'heure d'authenticité, je pense que c'est dans le discours en tout cas, et dans le ton à adopter, je pense que c'est maintenant en tout cas qu'il faut que les marques puissent retravailler un petit peu ce langage et cette écriture autour de leur raison d'être. Il faut un discours plus vrai, mettre en conformité ses actes avec il faut David. Un discours vrai, en fait, tout simplement. Il faut transparence, surtout il faut faire des actes. Je pense qu'il n'y a pas de discours de marque sans acte. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, comme vous le soulignez, on a développé cette partie expérience. Parce moi je suis convaincu qu'une marque ne peut pas se permettre de parler sans faire des actes. D'ailleurs, si on regarde la posture qu'il y a eu lors du premier confinement, la plupart des marques ont arrêté de communiquer, ce que je trouvais très bien. Beaucoup de marques ont arrêté et elles ont fait des dons.
en tous les cas, nous, au petit prisme, hein, on est quand même une agence modeste, et nos clients, pour la plupart, que ce soit chez Coca-Cola, chez d'autres, ont à un moment donné dit, nous, on arrête de communiquer, zéro communication. Et la question, j'ai écrit un article là-dessus en se disant, est-ce que le contexte dans lequel on était en train de vivre permet à une marque d'avoir un discours encore consommateur, publicitaire, alors qu'on vivait et qu'on vit toujours un cataclysme, c'est se dire non, le mieux qu'il y a à faire, c'est agir. On arrête de communiquer, on fait des dons, et voilà. Et après, se sont développés effectivement tous les systèmes serviciels, Decathlon qui a commencé, et là c'est plus des postures de distributeurs, mais à faire des cours en ligne, d'autres des tutos de maquillage, etc. Et on a mis en place d'ailleurs des choses qui n'ont rien à voir avec la publicité, qui sont de la relation. Et ce que je trouve extrêmement bien, c'est ce mélange finalement de dire on est tous dans le marketing communication, mais aujourd'hui on arrive à l'heure du dialogue et ce dialogue il prend plein de formes et il n'est pas attaché à un format en tant que tel. Il est formé à une approche, à un acte. David qui avait commencé à... Ouais, enfin effectivement, moi ça m'interpelle ce que vous dites. Je l'ai vécu quand j'étais chez Fleury Michon. En fait, quand on a commencé en 2014, on s'est interrogé sur la raison d'être. On a écrit « Aider les hommes à manger mieux chaque jour ». Quand on a commencé à parler du manger mieux, les interactions qu'on avait avec les gens sur les réseaux sociaux, à 80%, c'était négatif ou neutre. C'est-à-dire qu'à 80%, les gens nous disaient « Attendez, Fleury Michon, vous êtes un industriel, vous faites plutôt partie du problème que de la solution, donc mangez mieux, vous êtes mignon, mais on n'y croit pas ». Et parce qu'on a fait des opérations récurrentes, comme venez vérifier, non pas une fois, mais 4 années de suite, que ensuite, quand le Nutri-Score est sorti, on a décidé de l'adopter et de le faire savoir, puis qu'on a fait des innovations assez emblématiques, comme le jambon zéro nitrite, où on a supprimé vraiment le conservateur en assumant un jambon qui n'est plus rose, et une nouvelle génération de plats cuisinés en barquet de bois, où on supprimait 80% du plastique. Ça a pris 4 ans, hein, mais en 4 ans, on est passé de 80% de négatifs et neutres à 60% de positifs et neutres. On a très bien vu dans les conversations, des gens commençaient à interagir en disant « Attendez, ok, ils sont peut-être pas parfaits, certainement pas, mais ils ont fait ça. » C'est en fait la récurrence des actes, donc je reviens sur les actes. Vous savez, on parle souvent du sujet de la confiance dans la consommation, c'est 2 mots qui ont la même racine. La confiance, c'est comme l'amour, il n'y a que des preuves de confiance. Il faut réussir de manière récurrente, parce que on a cette ligne directrice, je reviens sur le sujet de la raison d'être, et parce que du coup les actes sont alignés, à créer une relation de confiance, à entretenir ces relations de confiance, avec des sujets d'expérience. Je suis tout à fait d'accord, hein, c'est aussi ça qui crée des émotions, c'est aussi ça qui met les gens en mouvement, mais derrière avec une ligne directrice, une colonne vertébrale ou une boussole qui est visible, et finalement on sait, on en a pour son argent, on sait ce qu'on achète en même temps qu'acheter le produit, parce qu'au-delà d'acheter le produit, on achète la marque, on achète l'entreprise qu'il y a derrière, et on cherche de plus en plus à ce qu'il y ait un alignement à la fois des discours et sur l'ensemble des prises de parole. Je pense que, si je peux continuer, en fait, nous, en tant qu'agence, justement, il me semble, en tous les cas, que là où on est en train de prendre un virage, c'est qu'on doit clairement dépasser la simple idée de communication. Si on reste dans l'idée de communication, donc notre conseil, il va beaucoup plus large, il va dans les actes, dans les postures. Et je pense que c'est ce tournant-là qui est en train d'être important. Parfois, il peut arriver que chaque métier est stigmatisé, mais qu'on pense qu'on est juste là pour faire une idée de communication. Non, il y a une notion de conseil à l'entreprise qui va bien au-delà de l'idée de communication, parce que c'est la source de la communication. Les actes sont la source de communication. Est-ce que la crise oblige à s'exposer un peu plus quand on est une marque, affirmer sa personnalité? Qu'est-ce que Paula, peut-être? Je ne sais pas si elle l'oblige, en tout cas, elle met la lumière sur effectivement les vrais engagements de l'entreprise. Donc, et puis de toute façon, ça fait quand même des années qu'on a du mal maintenant à mentir, ou en tout cas à cacher la vérité. Donc, c'est ni plus ni moins. La crise a peut-être, oui, simplement mis en lumière le fait que si on n'a pas d'engagement aujourd'hui en tant que marque, si on n'a pas des actes, comme le dit Lionel, et des preuves, ça ne sert pas à grand-chose de prendre la parole, quoi, parce que
le message va être mal perçu, va être potentiellement créer quelque chose de très négatif autour de la marque. Donc oui, la crise, en tout cas, l'a mis en lumière. Maintenant, aux entreprises et aux marques de se poser les bonnes questions et d'agir réellement. Ensuite, effectivement, la communication, enfin communiquer autour de ces engagements, c'est la suite logique. Maintenant, il faut d'abord creuser le premier sujet qui est quels sont mes engagements en tant que marque, qu'est-ce que je peux faire demain pour qu'on soit dans un monde meilleur. On a vu qu'il y avait beaucoup de marques pendant la crise qui voulaient participer à l'effort collectif. Donc c'est très bien, c'est formidable. Mais demain, si la crise, enfin, c'est pas si, mais quand la crise va s'arrêter, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on continuera? J'espère, en tout cas. Et justement, il faudra peut-être l'écrire pour que ça ait un poids et une résonance dans le temps. En même temps, j'ai un peu l'impression que toutes les marques ont du coup un peu le même discours. Elles sont toutes responsables. Elles veulent toutes protéger la planète. Elles sont écolos. Est-ce que finalement, ça... Enfin, comment on peut... Oui, tant mieux, mais en même temps, c'est un vrai défi pour les professionnels. Comment se démarquer? Ça constitue en rien une différence de marque. Je pense que tant mieux qu'aujourd'hui, elles se miment toutes les unes les autres sur un discours RSE, parce que ça va les pousser à agir si on est dans la continuité de ce qu'on vient d'échanger avec Paula sur le fait d'agir. Donc, de toute manière, elles vont devoir, un, s'aligner avec ce discours-là, et deux, très certainement, maintenant, pour créer la différenciation, aller un peu plus loin. Moi, je crois que l'uniformisation là des discours, effectivement, va arriver à un ras-le-bol sur, si j'ose dire, le côté RSE, mais finalement aura un énorme élan positif, c'est que ça aura peut-être mis un certain nombre, pas tout le monde, je suis pas si optimiste, mais un certain nombre à niveau. Et puis désormais, elles vont chercher à aller plus loin. Mais c'est une remise à niveau, à mon avis, qui était nécessaire. Est-ce que ça constitue un ADN ou une différence? Certainement pas. Non. Moi, je suis d'accord aussi que c'est une bonne nouvelle, globalement, qu'elle s'empare de ce sujet. De toute façon, ce qu'on observe, c'est que la pression des parties prenantes, des consommateurs comme de la société civile en général, je travaille pour un acteur financier, le sujet du scoring des entreprises sur leur impact carbone, il est en train d'exploser. Donc la pression des parties prenantes va monter, donc les entreprises vont être amenées à bouger davantage, à se dévoiler davantage, agir davantage. Moi, je pense que c'est une bonne chose, effectivement, fondamentalement pour notre avenir à tous. Après, ce qui va faire la différence entre le discours, entre guillemets, basique et ce qui va animer les gens ou les interpeller, c'est justement, je reviens sur la raison d'être, c'est la façon singulière de raconter l'histoire, c'est la façon qui correspond à l'histoire de la marque, à son ADN, à ses valeurs. Et quand Fleury Michon parle du manger mieux, je reprends cet exemple-là, il va pas en parler de la même façon que peut le faire Danone, il va pas en parler de la même façon que peut le faire un Nestlé, par exemple, si je reprends les grands acteurs, chacun va le faire avec encore une fois son histoire, son socle de valeurs, et puis parce qu'il aura accès à l'innovation par des initiatives nouvelles qui vont surprendre les gens. Et c'est par ces actes-là finalement que on va au-delà des discours et qu'on matérialise un changement. D'accord. Puisqu'on parle de brand content, qu'est-ce que ça change dans l'utilisation? Alors déjà, il y a peut-être des nouveaux outils. Est-ce qu'il y a des opportunités de nouveaux outils avec cette crise, ou on utilise toujours les mêmes outils? Qu'est-ce que on a vu émerger en 2020, par exemple, un outil qui commençait à être à la mode, mais alors qui a explosé, c'est le podcast. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de toucher le consommateur qui, avec la crise, se révèlent ou deviennent plus pertinents, ou est-ce qu'il y a des opportunités à ce niveau? Oui. Clairement. Laura, allez. Laura, voilà. Paula, pardon. Oui, alors des nouveaux outils, je sais pas, mais en tout cas des outils qui explosent ou qui ont tout intérêt à l'être. On parlait d'expérience. Je pense que le CRM, c'est un outil extrêmement important et puissant. Et je pense qu'on l'a bien compris pendant le premier confinement. Ce lien direct avec le consommateur, il est vital finalement pour les marques et pour les entreprises. Et puis ce que je disais aussi en introduction, c'est-à-dire que tout ce qui est live, le live streaming, le live commerce, mais aussi l'exploration du
du virtuel, de l'univers virtuel et même des jeux vidéo. On a vu qu'il y avait des jeux vidéo qui étaient tellement mainstream et toute une population qui joue, finalement, ça devient lui-même un canal de diffusion ou d'expression pour les entreprises. Je pense que, en tout cas, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer sur le CRM, peut-être réinventer un petit peu cette relation client qui est très importante pour les marques et ajouter un petit peu d'innovation dans ce CRM, ce serait vraiment, vraiment bien en 2021. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que tous les canaux, fondamentalement, qui vont permettre de raconter un petit peu plus en profondeur l'histoire, un peu plus en profondeur que ce qu'on peut faire sur un spot de télé en 30 secondes, par exemple, vont être hyper importants. Si on veut réussir à expliquer sa différence, il faut être capable d'avoir un peu de granularité et de profondeur. Donc le podcast, c'est l'occasion potentiellement d'avoir une narration un petit peu plus longue. Le CRM, quand c'est bien structuré, ça permet aussi de donner là aussi un peu de profondeur, de structure sur les preuves d'engagement. Je pense que ça, c'est des outils qui vont être extrêmement cruciaux pour qu'on passe effectivement de la posture émetteur à quelque chose où on est vraiment dans la construction des preuves. Et ça suppose aussi un changement de posture de la marque. Elle doit se considérer au même niveau que son public et être en capacité d'interaction quasiment directe et moins émetteur de messages en puissance, comme on nous a appris un peu à l'école pendant des années. Donc, je pense que ce qui bouge, effectivement, on se méfie énormément de toutes les structures qui représentent une autorité aujourd'hui, que ce soit au niveau d'un gouvernement, une grande entreprise, tout ce qui est une forme d'autorité est suspect. Donc, la capacité qu'aura une marque à se mettre au niveau de ses publics, à accepter ses points de faiblesse, parce que on croit beaucoup plus quelqu'un aujourd'hui qui vous dit ça j'ai vraiment réussi, par contre là j'ai encore des trucs à faire, que quelqu'un qui vous dit je suis parfait, regardez comme je suis beau. Donc c'est vraiment un changement de posture de communication, et ces canaux type podcast, CRM ou même sur la partie sociale, on arrive à faire des choses aujourd'hui qui permettent d'engager vraiment des conversations. Qui sont les personnes importantes dans cette évolution, les compétences. On a l'impression que là, on va un peu du côté des techniciens. Est-ce que... Je sais pas. Pour venir de cet univers, parce que pour ma part, j'avais une précédente agence qui, pour le coup, développait des sites internet et des applications. Aujourd'hui, je pense que les formes de narration, effectivement, ou la grammaire, si j'ose dire, interactive évolue. On parle de podcast, de réalité augmentée, de réalité mixte, de beaucoup de choses, mais finalement, il est relativement difficile de pouvoir toutes les maîtriser. Donc, il va falloir aussi sans doute être un petit peu en dessus et au fait pour pouvoir finalement les utiliser à bon escient. Et les utiliser à bon escient, pour nous, en tous les cas, à l'agence, c'est de dire peut-être que toutes ces choses qui aujourd'hui sont très intéressantes d'un point de vue serviciel, pouvoir essayer une paire de lunettes, un rouge à lèvres ou quelque chose comme ça, sont également les opportunités de raconter des histoires différemment pour les marques, que ce soit effectivement même la voix. Hein, on le voit aujourd'hui avec Alexa, on voit certaines marques qui s'en emparent de manière à pouvoir créer un échange avec le consommateur. Je crois que c'est Lego qui a développé une appli avec laquelle la maman, l'enfant peuvent interagir au cours de l'utilisation des Lego et essayer de se créer un univers musical autour de la fabrication, de la construction qu'il va faire en même temps qu'il la réalise. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et notamment sur la dimension de marque. Tout bonnement, qu'est-ce que c'est qu'une marque ? C'est quoi la voix d'une marque ? Si demain je dois commencer à intégrer, on parlait d'univers sonore très, très, très fort, peut-être que demain la voix va être quelque chose on connaît la voix de la SNCF, peut-être que demain chaque marque devra avoir un timbre de voix spécifique et pour nous raconter des choses et nous accueillir, je ne sais pas. Et d'ailleurs, faut-il prendre la parole au nom de l'entreprise ou de la marque ? Est-ce que ça a changé avec... Je pense qu'elles se fondent, et on l'a tous abordé là, aujourd'hui elles se confondent, l'entreprise, la marque. Je crois qu'il faut servir à la fois les consommateurs, les actionnaires, les employés, ce qui veut dire que finalement, pour ma part, hein, je pense que la porosité qu'il pouvait avoir entre entreprise et marque, justement, elle tombe, mais pour un bien.
pour un bien, pour aligner tout ça, parce que dès lors où ça devenait quelque chose d'une extension, un appendice, finalement, ça devenait peut-être quelque chose aussi un peu de satellitaire, éloigné de l'entreprise. Là, c'est l'opportunité de rassembler tout ça. Oui, et puis le consommateur, naturellement, et puis les parties prenantes vont aujourd'hui chercher ou rechercher cet alignement. Et s'il n'est pas évident ou s'il y a des choses qui sont dissonantes, bah, ça crée aussi des retours de flammes, des questionnements. Et finalement, quelque chose qui peut être pas très bien exécuté dans un petit morceau de l'entreprise peut complètement desservir un gros morceau qui est en train de bien avancer. Donc il y a vraiment un sujet effectivement d'alignement à la fois des valeurs et puis des comportements. Sachant que voilà, on est effectivement dans une réalité où les gens sont tout à fait prêts à entendre, je le redis, qu'on n'est pas tout réussi du premier coup. En France, on a souvent cette espèce d'appétence pour dire on ne communique pas tant qu'on n'est pas parfait. En fait, la perfection, elle n'existe pas. Les choses bougent en permanence, on apprend des choses en permanence, et donc assumer ça, c'est une façon de reculer en fait la prise de parole. Et il vaut mieux dire voilà, sur ce sujet-là, j'ai bien avancé, voilà où j'en suis et voilà ce qu'il me reste à faire, plutôt que d'attendre d'avoir été à 80% ou à 90%. Et ça change aussi beaucoup de choses parce que ça crée encore une fois des boucles d'interaction beaucoup plus fortes, parce que les gens ont le sentiment qu'on leur parle en sincérité. Si on leur parle en sincérité, ils répondent et ils nous donnent des retours qui sont extrêmement précieux pour l'avenir de la marque. On approche du terme là, parce qu'on a quand même bien fait le tour. Il y a une composante qui est essentielle en 2021, c'est quand même la dimension budgétaire. A priori, les marques auront moins de moyens en 2021 qu'en 2020. Qu'est-ce que ça implique dans votre façon de travailler et l'utilisation des outils qu'est-ce qui veut... Allô? Je pense que c'est très difficile aujourd'hui, en tout cas, de donner une réponse claire, sachant qu'on ne sait pas si dans quelques jours on sera de nouveau confiné ou pas. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé par les différents variants. Enfin, c'est quand même très, très instable et très flou comme avenir à très court terme. Donc au niveau budgétaire, on a déjà ressenti, en tout cas pour ce qui me concerne, forcément des baisses d'investissement côté médias, mais aussi une façon de réfléchir et de se poser des bonnes questions sur ce budget-là et comment je veux le ventiler en fait. C'est ça, oui, je crois que c'est exactement ça. Je pense que les questions qui vont se poser, c'est sur son mix média. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait des ratios qui étaient relativement simples. J'ai 1 million, j'ai 2 millions, alors j'octroie tant à la part média, tant à la part, ce qu'on appelait vulgairement exé, avec les frais d'agence, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ce mix, il est en train d'exploser parce qu'on se rend bien compte que, voilà, on a parlé énormément de quelle forme de narration devaient obtenir les marques, mais comme il y a un foisonnement finalement de formes, que ce soit les podcasts, que ce soit les brand content, que ce soit les events, que ce soit la rencontre, finalement, pour ma part, je crois qu'elles vont revoir l'équilibre entre la fabrication de cette narration, de cette image, et puis le média. Et qu'il est plus possible aujourd'hui, je pense, même si ça peut encore fonctionner très rapidement, mais de construire une marque en disant je fais un seul message, j'y attribue 10% de mon budget marketing com et je mets les 90 en médias. Je pense qu'il va y avoir une déstructuration de ça obligatoire parce qu'il faut la nourrir, cette narration. Donc, peut-être un petit peu moins médias et peut-être un petit peu plus contenu. Ce qui serait vraiment hyper intéressant parce que quand on parle de sujets que les marques traitent toutes, c'est sur la RSE, sur l'environnement, sur leur engagement, etc. Ce qui fera la différence, c'est aussi la créativité. Et c'est aussi l'émotion qu'on va réussir à susciter envers l'audience. Et c'est dans ça qu'il faut se poser les bonnes questions. Et je pense aussi qu'il faut qu'on arrive, nous, et quand je dis nous, c'est en tant qu'agence, en tant que conseil, en tant qu'accompagnant des marques, à se réinventer nous-mêmes dans nos organisations, parce qu'on a tellement l'habitude, depuis des années, de travailler, comment dire, dans des grandes verticales. On est soit pub, soit média, soit créa,
soit exé, soit etc. Alors qu'en fait, il y a une porosité certaine dans nos métiers. Et quand on parle de travailler la raison d'être, quand on parle de travailler autour de l'écriture, du langage de la marque, encore aujourd'hui, malheureusement, c'est un constat que je fais, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est encore sur des secteurs qui sont un peu chasse-gardés. La plateforme de marque, c'est l'agence créa. La partie investissement média, bon, bah, évidemment, c'est l'agence média. Alors que finalement, quand on travaille une ligne éditoriale et qu'on travaille une tonalité, une écriture, un langage, on devrait tous se mettre un petit peu, toutes les personnes qui accompagnent, tous les différents intervenants qui accompagnent l'entreprise autour de la table pour réfléchir à ce positionnement, réfléchir à cette raison d'être. Moi, c'est comme ça que je pilotais les agences quand j'étais annonceur. Hein. Je peux qu'adhérer à ça parce que la raison pour laquelle on s'appelle Monstre, c'est on parle de l'hybridation des métiers de la communication. Dire aujourd'hui, il y a une telle hybridation des métiers de la communication qu'on devient des monstres parce qu'il faut qu'on puisse effectivement avoir l'intégralité de la démarche et on ne peut pas nous caser dans un endroit en disant « Ah, toi, tu dois parler juste ici ». Parce que sinon la narration ne trouve pas son sens. Donc moi je suis complètement en phase avec vous, Paula, sur le vraiment ce. Ça aujourd'hui un petit peu comment dire historique. Je parle de très gros annonceurs qui ont l'habitude d'avoir leur agence de presse, leur agence créa, leur agence média, mais bien sûr, de manière diverse, éparpillée. Qui fait finalement, est-ce qu'il peut créer une dissonance dans le discours? Je suis d'accord. Moi, je le disais, c'est comme ça que j'ai travaillé quand j'étais chez Le Sieur et chez Fleurichon. C'est hyper enthousiasmant parce que au début, c'est difficile parce qu'il y a cette chasse gardée ou ces territoires, comme vous dites, qui sont un peu présents. Mais à partir du moment où on a défini un objectif commun et où chacun finalement est évalué sur la performance finale et pas sur sa performance à lui, on crée comme ça une cohérence, non seulement une cohérence des discours, mais aussi une puissance plus importante parce que chaque canal, chaque acteur va nourrir celui d'à côté. Et moi, c'est comme ça aussi que j'accompagne mes clients aujourd'hui parce qu'il y a une valeur ajoutée énorme, non seulement sur la puissance de la communication, mais aussi sur les coûts, hein, objectivement. Plutôt que de payer 4 plannings stratégiques, on en fait un très bien fait et concentré. Et la création, elle est mise au bon endroit et on met plus d'argent sur les bons postes. Voilà, il y a un vrai enjeu là. Moi, j'ai vu deux entreprises vraiment le faire avec nous et où c'est bénéfique. Donc, je peux le citer parce qu'il le fait brillamment, c'est Heineken avec une démarche IMC, Indirect Marketing Communication, où à un moment donné, on nous dit, écoutez, vous êtes notre partenaire, vous aurez une part du gâteau. Voilà un deuxième partenaire qui s'occupe de cette partie qui a une part du gâteau. Voilà l'agence média qui a une part du gâteau. On bosse ensemble. Donc, on bosse ensemble, on fait, voilà. Netflix, même chose. Ils nous réunissent, ils nous briefent ensemble, on rend nos copies ensemble. Bien sûr, on est concurrents, donc parfois il y a des petits grippages, mais dans la philosophie, à un moment donné, le rapport a changé parce qu'ils ont créé une team et qui doivent orchestrer tout ça ensemble. J'ose espérer, mais quand même, l'union fait la force. Et moi, j'en vois ressortir, puisque ça fait 3 ans, 4 ans qu'on le pratique chez le groupe Heineken et 3 ans chez Netflix. Ça fonctionne. Et ça change le rôle de de l'entreprise qui doit être le gouvernail, qui doit parfois, et on voit qu'eux aussi, des fois, ils sont tiraillés, mais parfois, ça sort vraiment des choses, de belles choses. Bon, voilà une belle unanimité. Je constate qu'on est quand même plus dans une accélération de tendances qui étaient déjà présentes que dans une vraie révolution. On a une accélération aussi des exigences. Hein. Du coup, ça veut dire qu'il faut être capable de modifier le cap ou d'affirmer davantage. Ouais. Alors pour terminer, est-ce que les trois, quels seraient les conseils que vous donneriez, que vous donnez, puisque vous le faites, à vos clients, aux annonceurs? Quels conseils? 1, 2, 3, enfin ce que vous voulez. Qui est-ce qui commence? Enfin, moi, je veux bien prendre le truc. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est travailler votre raison d'être, définissez votre cap,
sortez vos pépites et soyez fiers de les porter à l'extérieur et accélérez votre innovation pour avoir plus de preuves encore demain de votre engagement. C'est ça qui créera vos succès futurs. Lionel ? Ce serait autour de la simplicité, de voir sa réflexion stratégique de manière simple pour qu'elle soit parfaitement audible et très très bien comprise. Et après, effectivement, se poser sur l'écriture, sur le langage de la marque, basé sur des faits concrets et authentiques. Et Lionel ? Devenez une marque du 21e siècle. Je pense que la marque du 21e siècle, c'est la marque qui aura compris que la notion de marque doit être traitée au même niveau que celle de l'entreprise. Et du coup, on ne peut plus simplement faire un objet marketing. Bon. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. Et il me reste à vous remercier, Paula Lefebvre, David Garbous et Lionel Kurt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.